Êtes-vous certain que tout l'amour et l'attention que vous portez à vos plantes durant l'hiver ne sont pas en réalité un lent et méthodique massacre? C'est dur à entendre. Mais la dure réalité, c'est que la plupart d'entre nous, en voulant le meilleur pour nos protégés verts, commettons toujours les mêmes erreurs fatales. Et l'erreur principale concerne l'eau. Nous pensons qu'arroser est un geste d'affection et de soin, mais en hiver, cet acte devient le plus souvent un arrêt de mort. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement discuter de la fréquence d'arrosage par temps froid. Nous allons explorer les dessous de tout ce processus. Vous découvrirez pourquoi vos habitudes d'entretien habituelles peuvent être mortelles quand l'arrosage devient un sauvetage et quand il est, malheureusement, le dernier clou sur le cercueil de votre cher ficus. Restez avec nous jusqu'à la fin, et je vous le garantis, vous ne regarderez plus jamais votre arrosoir de la même manière. Et peut-être que c'est précisément ce qui sauvera votre collection verte cet hiver. Et vous, avez-vous déjà découvert une véritable mare au fond de votre pot, même en arrosant de manière apparemment modérée? Écrivez « oui » dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. Pour comprendre comment arroser correctement en hiver, nous devons faire une petite incursion au cœur de la plante et comprendre ce qui se passe quand le blizzard souffle dehors et que la journée est plus courte que nos heures de bureau. Imaginez un ours dans sa tanière. Il ne mange pas, ne boit pas, son cœur bat au ralenti. Il est en hibernation. De la même manière, la plupart des plantes, avec l'arrivée du froid et la réduction de la luminosité, entrent dans une phase de repos ou, scientifiquement parlant, en période de dormance. Ce n'est pas une maladie, mais un mécanisme de survie naturel, programmé par l'évolution. Tous les processus internes ralentissent au minimum. La photosynthèse s'arrête presque, car la lumière est catastrophique. Par conséquent, l'énergie n'est plus produite. La croissance est suspendue. La plante ne construit plus de nouvelles feuilles ou tiges, elle se contente d'attendre. Elle attend le printemps. Et voici la question essentielle. Si la plante ne grandit plus, ne fait plus de photosynthèse et est globalement en train de dormir, a-t-elle besoin d'autant d'eau qu'en été, période de croissance intense? La réponse est évidemment non. L'eau est nécessaire à la croissance et à la photosynthèse. Pas de croissance? Le besoin en eau chute drastiquement. C'est là que réside le malentendu fondamental qui mène à la catastrophe. Nous continuons à nous occuper de la plante comme si nous étions en juillet, sans réaliser que son horloge interne indique la pleine nuit d'hiver. Comprendre ce fait simple, que votre protégé vert est actuellement un ours dans sa tanière, est le premier et le plus crucial pas vers un entretien hivernal réussi. Nous avons donc établi que les plantes entrent en dormance durant l'hiver. Plongeons maintenant dans les détails et examinons la physiologie de ce processus pour que vous ne fassiez pas qu'appliquer des règles, mais que vous en saisissiez l'essence profonde. Le ralentissement du métabolisme est la notion clé. En été, avec l'abondance du soleil, la plante est en pleine photosynthèse. Pour simplifier ce processus complexe, imaginez que c'est une usine qui produit des sucres, autrement dit, de l'énergie, à partir de la lumière, de l'eau et du dioxyde de carbone. Cette énergie est ensuite dépensée pour la croissance des nouvelles feuilles, des tiges, des racines, ainsi que pour la floraison. L'eau joue ici à la fois le rôle de matière première et de véhicule de transport, acheminant les nutriments du sol vers toutes les parties de la plante. Visualisez une mégalopole trépidante avec des milliers de véhicules circulant sans relâche. En hiver, en revanche, lorsque la photopériode ne dure que quelques heures et que l'intensité lumineuse est minimale, cette usine arrête presque entièrement ses activités. Les rayons du soleil sont insuffisants pour une photosynthèse efficace. La plante passe alors en mode d'économie d'énergie draconien. De nouvelles cellules se forment à peine et la circulation de la sève est réduite au strict minimum. Notre mégalopole interne se transforme en une petite ville assoupie, en pleine sieste. Et si, à ce moment précis,
nous continuons de l'inonder d'eau, c'est le risque d'effondrement. L'eau arrive aux racines, mais elle n'est pas utilisée car l'usine est à l'arrêt. Le transport est inutile. Le système racinaire est tout simplement incapable d'absorber et de traiter un tel volume d'humidité. L'eau stagne dans le substrat, déplaçant l'oxygène qui est pourtant vital pour la respiration des racines. Oui, les racines respirent aussi. Sans oxygène, les cellules des racines commencent à mourir et à pourrir. C'est un peu comme essayer de nourrir de force une personne endormie. Son organisme n'est pas prêt à digérer. De même, la plante endormie n'est pas prête à assimiler l'eau. Visualisez la différence. Les racines saines sont blanches, fermes et vivantes. Les racines dans un sol saturé d'eau sont marrons, molles, pâteuses, souvent accompagnées d'une odeur désagréable. C'est le début de la fin. Comprendre ce mécanisme au niveau cellulaire permet de prendre conscience de la gravité de la situation et de cesser de considérer l'arrosage comme un bienfait inconditionnel. De la compréhension de la physiologie de la dormance hivernale découle la règle d'or de l'entretien que tout amateur de plantes doit assimiler. Mieux vaut sous-arroser que surarroser. Cette phrase est répétée comme un mantra, mais examinons sa justification scientifique pour qu'elle cesse d'être un simple slogan. Les conséquences du sous-arrosage et du surarrosage diffèrent radicalement par leur pouvoir destructeur. Que se passe-t-il quand une plante manque d'eau? Elle commence à puiser dans ses réserves internes. Ses feuilles peuvent perdre leur turgescence, devenir molles. La plante vous envoie un signal clair. « Eh, j'ai soif !» Dans la plupart des cas, si la sécheresse n'a pas été excessivement longue, un bon arrosage unique permet de la rétablir complètement. Les feuilles retrouvent leur vitalité et la plante continue à vivre. C'est un stress, oui, mais rarement mortel. Les plantes sont, par nature, adaptées aux courtes périodes de sécheresse. Maintenant, considérons le scénario du surarrosage. Comme nous l'avons vu, l'excès d'eau dans le pot chasse l'oxygène. Les racines commencent à s'étouffer et à pourrir. Ce processus, appelé pourriture des racines, est particulièrement insidieux. Contrairement aux feuilles flétries causées par la soif, les premiers symptômes du surarrosage apparaissent souvent de la même manière. Les feuilles jaunissent et tombent. Le jardinier novice voit cela et pense « Il manque sans doute d'eau » et arrose encore, aggravant la situation. Mais le problème, c'est que les racines pourries ne peuvent plus absorber l'eau, même si elle est présente. La plante meurt de soif alors qu'elle se trouve littéralement dans un marécage. C'est un véritable paradoxe. Sauver une plante atteinte d'une pourriture racinaire étendue est une tâche extrêmement complexe, souvent une mission quasi impossible. Cela nécessite un rempotage d'urgence, la taille de toutes les racines endommagées et un traitement au fongicide. Les chances de succès sont minces. Imaginez une balance. D'un côté, un malaise temporaire dû à la soif, facile à corriger. De l'autre, un processus de pourriture irréversible menant à la mort. Il est évident que le risque de surarrosage est infiniment plus effrayant. Par conséquent, si vous avez le moindre doute, arroser ou ne pas arroser, optez toujours pour la seconde option. Laissez à la plante un jour, 2 ou même 3 de plus. Une légère sécheresse lui causera un préjudice incomparablement moindre qu'un seul arrosage superflu. Retenez ceci. La sécheresse fait crier la plante à l'aide, tandis que le surarrosage la tue silencieusement et sournoisement. Maintenant que nous avons établi la base théorique, passons à la pratique. Nous allons aborder la première erreur, et sans doute la plus courante, en matière de soins hivernaux, l'arrosage programmé. Je suis certain que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Vous décidez d'arroser vos plantes, disons, tous les samedis matins. C'est pratique, ça met de l'ordre dans votre routine, et ça donne l'impression d'une attention rigoureuse. Mais pour vos plantes, cette méthode est tout simplement catastrophique. Pourquoi ?
tout simplement parce que les besoins en eau d'une plante ne sont pas une constante. Ils varient quotidiennement, influencés par une multitude de facteurs. Imaginons 2 semaines d'hiver. La première est terne, grise. Le soleil est aux abonnés absents. La seconde, au contraire, est étonnamment ensoleillée et les rayons frappent activement la fenêtre. Il est évident que durant la seconde semaine, même en plein hiver, la photosynthèse a été plus intense. Par conséquent, l'évaporation et le besoin en eau ont été bien plus importants. Maintenant, imaginez que vous arrosez fidèlement tous les samedis. La première semaine, la terre pourrait être encore parfaitement humide, et votre arrosage serait alors superflu et fatal. Et la seconde semaine, la plante pourrait déjà avoir soif dès le mercredi, et elle devrait souffrir jusqu'au samedi. Arroser selon un calendrier rigide ignore totalement les besoins réels d'un organisme vivant. C'est comme nourrir un enfant strictement 3 fois par jour, à 200 grammes près, sans se soucier s'il a faim ou s'il vient de faire un repas copieux. Un autre facteur clé, c'est la température ambiante dans l'appartement. Aujourd'hui, le chauffage tourne à plein régime. Il fait chaud et sec. Demain, vous aérez, et la température près du rebord de la fenêtre chute. Dans le premier cas, le sol séchera plus vite, dans le second, plus lentement. Même un léger courant d'air peut accélérer l'évaporation. Votre objectif n'est pas de suivre un calendrier aveugle, mais d'apprendre à décoder le langage de votre plante et les conditions dans lesquelles elle évolue. L'approche correcte n'est pas calendrier d'arrosage, mais un calendrier de vérification. Vous pouvez vérifier l'état de vos plantes tous les samedis, certes, mais n'arrosez que celles qui en ont réellement besoin à cet instant précis. Abandonner l'horaire rigide au profit d'une approche souple et réfléchie, c'est le premier pas pour devenir non seulement propriétaire de plantes, mais un véritable jardinier d'intérieur, attentif et prévenant. À l'écran, vous pouvez voir un exemple de calendrier. L'un est barré avec la mention « calendrier d'arrosage », l'autre présente des coches et l'inscription « calendrier de vérification ». Ce simple changement de concept change tout. D'accord, nous avons laissé tomber l'arrosage programmé, mais comment savoir exactement quand il est temps d'arroser une plante? Je vais vous présenter 3 méthodes simples, mais infaillibles, accessibles à tous, pour vérifier l'humidité du terreau. Oubliez les suppositions, nous allons nous baser sur des faits concrets. La première méthode, la plus connue et la plus intuitive, c'est le fameux test du doigt. C'est très simple. Enfoncez votre index dans le terreau sur 2 à 3 cm, soit environ une phalange. Si vous sentez que la terre est humide, qu'elle colle à votre doigt, il est encore trop tôt pour arroser. La plante n'a pas besoin d'eau pour l'instant. Par contre, si votre doigt ressort sec et propre, et que le substrat est friable au toucher, il est grand temps d'intervenir. Cette technique est parfaite pour la plupart des plantes dans des pots de petite ou moyenne taille. Cependant, elle a une limite. Elle ne permet pas d'évaluer l'humidité en profondeur, là où se trouvent les racines principales. Il arrive que la surface soit sèche, alors qu'au fond, c'est encore la saturation. C'est pourquoi, pour les grandes plantes et les pots profonds, il vaut mieux privilégier la deuxième méthode, le test de la baguette en bois. Prenez n'importe quelle bâtonnette en bois non traité, une baguette de sushi, une longue brochette ou même un simple crayon. Enfoncez-le délicatement dans le terreau jusqu'au fond du pot, en faisant attention de ne pas abîmer les racines. Laissez-le en place quelques minutes, puis retirez-le. Observez attentivement la baguette. Si elle est humide, si elle porte des traces sombres, ou si des mottes de terre y sont collées, cela signifie qu'il reste assez d'humidité en profondeur. Si elle ressort pratiquement sèche et nette, vous pouvez arroser sans hésiter. C'est l'indicateur le plus précis de l'état du substrat sur toute sa hauteur. Et enfin, la troisième méthode, celle qui s'acquiert avec l'habitude, c'est le test du poids.
Elle est idéale pour les plantes dans des pots en plastique de taille petite ou moyenne. Soulevez simplement le pot juste après l'arrosage et mémorisez son poids. Soulevez-le de nouveau les jours suivants. Vous serez surpris de voir à quel point le pot s'allège au fur et à mesure que le terreau sèche. Avec le temps, vous développerez la capacité de déterminer, rien qu'au poids, si votre plante a besoin d'eau. Cette technique est rapide, ne nécessite aucun outil et n'altère pas l'intégrité du sol. En combinant ces trois méthodes, vous obtiendrez une image complète et objective de l'état du substrat dans chaque pot. Vous pourrez ainsi prendre une décision d'arrosage basée non pas sur l'intuition, mais sur des données réelles. C'est ça, l'approche professionnelle. Un autre aspect, souvent négligé mais d'une importance capitale pour la santé du système racinaire en hiver, c'est la température de l'eau d'arrosage. On pourrait se dire, après tout, quelle différence? L'eau reste de l'eau. Et pourtant, la différence est absolument colossale. Imaginez, votre plante est dans une pièce chaude. La terre dans le pot est à environ 20 degrés Celsius. Et là, vous l'arrosez soudainement avec de l'eau glacée tirée directement du robinet dont la température peut n'être que de 5 à 7 degrés. Pour le système racinaire, c'est un véritable choc comparable à ce que vous ressentiriez si l'on vous jetait un seau d'eau glacée en pleine canicule. Que se passe-t-il au niveau physiologique? Ce changement brutal de température provoque un stress intense au niveau des radicelles, ces fines ramifications qui sont responsables de l'absorption de l'eau et des nutriments. Elles peuvent subir un choc thermique, se spasmer et perdre temporairement, voire définitivement, leur capacité d'absorption. Résultat, la plante que vous venez d'arroser ne peut pas absorber l'eau. Celle-ci stagne dans le pot, provoquant l'asphyxie et un risque accru de pourriture, tandis que la plante subit un stress. Si vous arrosez régulièrement avec de l'eau froide, le système racinaire s'affaiblit. Il devient plus vulnérable aux maladies, notamment à cette fameuse pourriture des racines. La plante peut ralentir sa croissance, commencer à perdre ses feuilles, et vous vous demanderez quelle en est la cause, sans soupçonner que vous lui imposez vous-même une douche glacée régulière. Alors, quelle est donc la température idéale pour l'eau d'arrosage? La règle est très simple. Elle doit être à température ambiante ou 1 ou 2 degrés plus chaude. Elle doit être confortable au toucher pour votre main. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de remplir votre arrosoir ou une bouteille et de laisser l'eau reposer dans la même pièce que les plantes pendant quelques heures, voire idéalement 24 heures. Pendant ce temps, l'eau non seulement se réchauffera à la bonne température, mais une partie du chlore, souvent présent dans l'eau du robinet et nocif pour beaucoup de plantes, aura également le temps de s'évaporer. Cette action simple ne vous demande aucun effort, mais elle réduit considérablement le niveau de stress de vos protégés verts et contribue à leur bien-être pendant cette période hivernale délicate. À l'écran, on pourrait montrer un thermomètre plongé dans un verre d'eau du robinet indiquant une basse température, et à côté, un arrosoir laissé dans la pièce avec un thermomètre montrant la température ambiante. La comparaison visuelle est très parlante. Nous allons aborder la deuxième erreur fondamentale, celle qui décime autant de plantes que l'arrosage systématique. J'ai nommé l'ignorance des besoins spécifiques de chaque type de plante. Traiter toutes nos petites protégées vertes avec le même arrosoir et le même planning, c'est un peu comme donner la même nourriture à un chat, à un hamster et à des poissons rouges. Le résultat, vous vous en doutez, sera désastreux. Le règne végétal est d'une diversité incroyable, et chaque groupe a ses propres exigences en matière d'humidité, forgées au fil de millions d'années d'évolution, surtout pendant leur période de repos. Divisons tous nos habitants d'intérieur en deux grandes catégories arbitraires. Le premier groupe, succulentes et cactées. Ces spécimens sont originaires des déserts et des régions arides. Toute leur biologie est orientée vers le stockage de l'eau dans leurs feuilles charnues et leurs tiges, pour ensuite la consommer avec parcimonie. En hiver, avec le manque de lumière,
elles entrent dans une dormance très profonde. Leur métabolisme ralentit au point de quasiment s'arrêter. Les arroser durant cette période, c'est s'assurer de leur mort. Leurs racines ne sont absolument pas adaptées à l'humidité prolongée et elles pourrissent instantanément. La règle pour la majorité des succulentes et des cactées en hiver est simple, absence quasi totale d'arrosage. D'octobre à mars, vous pouvez les hydrater 1 ou 2 fois de manière purement symbolique, juste pour éviter que les racines ne dessèchent complètement. Terry Bueller. Le second groupe, plantes tropicales et feuillues. Ce second groupe se compose des espèces issues des forêts tropicales et subtropicales. Il s'agit de la majorité de nos plantes vertes habituelles, les ficus, les monsteras, les spathiphyllums, les fougères et bien d'autres. Dans leur milieu d'origine, il n'y a pas d'hiver marqué par la neige, mais il existe des variations saisonnières, comme la saison des pluies et la saison sèche. Elles aussi ont une période de repos, mais elle est moins radicale que celle des succulentes. Elles ne cessent pas complètement leur fonction vitale, elles les ralentissent fortement. Elles ont besoin d'eau en hiver, mais beaucoup moins souvent et en plus petite quantité qu'en été. Pour elles, c'est la règle de l'assèchement du substrat qui prévaut. En clair, on attend que la terre soit sèche sur un tiers, voire la moitié du pot, avant de les arroser. On ne peut pas simplement dire « j'arrose mes plantes toutes les 2 semaines ». Il faut plutôt dire « j'arrose mon Zamioculca 1 fois par mois et mon Spathiphyllum 1 fois tous les 10 jours après avoir vérifié le terreau ». Renseignez-vous sur l'origine de chacune de vos plantes. Comprenez d'où elle vient et vous comprendrez instantanément ses besoins. C'est la clé de l'approche individualisée et de la santé durable de toute votre collection. Passons maintenant aux détails spécifiques de l'arrosage des plantes grasses et des cactus en hiver. Ce sujet mérite toute notre attention, car c'est avec ces plantes, apparemment les plus robustes, que les débutants commettent le plus d'erreurs. La raison en est simple. Leur incroyable résistance à la sécheresse nous joue des tours. Nous, humains, sommes enclins à l'anthropomorphisme, nous humanisons ce qui nous entoure. Nous nous disons « si j'ai soif, mon pauvre cactus doit aussi avoir besoin d'eau ». Et c'est justement cette sollicitude qui les tue. Pour savoir comment les arroser, il est crucial de comprendre leur cycle végétatif. Dans leur milieu naturel, les déserts, les pluies sont rares, mais torrentielles. La plante s'est adaptée pour absorber rapidement d'énormes quantités d'humidité, puis pour vivre sur ses réserves pendant des mois. L'hiver dans nos régions est pour eux l'équivalent non pas d'une période froide, mais plutôt de la période la plus sombre et la plus sèche. Le manque de lumière est le signal d'un repos végétatif maximal. Tous les processus, absolument tous, s'arrêtent. Si de l'eau pénètre dans le sol à ce moment-là, voici ce qui se passe. Les racines, qui sont en mode arrêt, ne peuvent pas l'absorber. L'humidité stagne dans le substrat. Or, le substrat pour succulente est délibérément très poreux et pauvre. Il n'est pas conçu pour retenir l'eau. À température ambiante, cet environnement humide devient le terrain de jeu idéal pour les champignons et les bactéries pathogènes qui provoquent Tokkin, la pourriture. Les racines se transforment en bouillie en quelques jours à peine. Pendant ce temps, la partie aérienne, le cactus ou l'echeveria, peut sembler en parfaite santé pendant longtemps, vivant sur ses réserves internes. Mais lorsque vous remarquez que quelque chose ne va pas, la tige est molle, des taches apparaissent, il est généralement déjà trop tard pour la sauver. Alors, quel est le plan d'action concret? À partir de fin septembre, début octobre, nous commençons à réduire l'arrosage en espaçant les intervalles. En novembre, l'arrosage doit être réduit au minimum. Pour la majorité des espèces maintenues dans des conditions fraîches, disons entre 10 et 15 degrés Celsius, l'arrosage doit être complètement interrompu jusqu'au début du mois de mars.
Si la plante passe l'hiver sur un rebord de fenêtre dans un appartement chauffé, vous pouvez arroser environ une fois par mois, voire toutes les 6 semaines, de manière très parcimonieuse. Littéralement, 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau suffisent, juste pour humidifier légèrement la surface et empêcher les radicelles les plus fines de mourir. Basez-vous sur l'apparence de la plante. Si elle commence à se flétrir légèrement, c'est le signal qu'elle pourrait avoir besoin d'une goutte d'eau. Mais une légère perte de turgescence en hiver est tout à fait normale pour elle. N'ayez pas peur de les assécher. Ayez peur de les noyer. Retenez ceci. Il est quasiment impossible de faire mourir un cactus de soif en hiver, mais le faire pourrir, c'est un jeu d'enfant. Abordons maintenant l'exact opposé des succulentes, les plantes tropicales. On parle ici de nos bien-aimés Monstera, Philodendron, Alocasias, Calatheas, Spathiphyllums, et de tous ces autres trésors venus des jungles humides. Leurs soins hivernaux sont radicalement différents de ceux des espèces désertiques, et il y a là aussi des subtilités et des erreurs courantes. Contrairement aux cactus, ces plantes n'ont pas de mécanisme pour stocker de grandes quantités d'eau dans leurs feuilles et leurs tiges. Elles sont originaires des forêts tropicales humides, où la pluie est fréquente et l'humidité ambiante très élevée. Elles sont donc habituées à une présence constante d'humidité dans le sol. Cesser complètement l'arrosage pendant l'hiver leur est fatal. Elles se dessécheraient tout simplement. Cependant, comme nous le savons, l'hiver, avec ses journées courtes et son faible ensoleillement, ralentit aussi leur croissance. Elles entrent dans un état de dormance relative. Bien que moins profond que chez les succulentes, ce repos est bien réel. Elles ne cessent pas de consommer de l'eau, mais elles le font beaucoup plus lentement et en moindre quantité. L'erreur majeure est de continuer à les arroser selon le même rythme que l'été. En été, durant la période de croissance active, vous pouviez arroser votre Monstera tous les 3 ou 4 jours, et elle buvait toute l'eau avec plaisir. Si vous maintenez cette fréquence en hiver, la pourriture des racines est les garantie. Alors, comment trouver le juste milieu? C'est là que la règle de vérification du substrat devient plus pertinente que jamais. Pour la majorité des plantes tropicales, voici le schéma à suivre en hiver. Laissez le terreau sécher sur environ 1/3 de la profondeur du pot, voire la moitié pour les espèces plus résistantes à la sécheresse, comme le ficus ou le syngonium. Ce n'est qu'après cela que vous effectuerez un arrosage copieux, afin que toute la motte soit uniformément humidifiée. En d'autres termes, nous ne changeons pas le volume d'eau, mais bien la fréquence d'arrosage. Nous arrosons aussi généreusement qu'en été, mais beaucoup moins souvent. Par exemple, si l'arrosage était tous les 4 jours en été, il peut passer à tous les 10 ou 12 jours en hiver. Les chiffres précis dépendent de la taille du pot, de la composition du terreau, ainsi que de la température et de l'humidité de votre appartement. Il est donc impossible de fournir un calendrier universel. Seule la vérification régulière du sol, au doigt ou avec un bâtonnet en bois, fait foi. Une attention particulière doit être portée aux espèces dites gourmandes en eau, comme le Spathiphyllum ou certaines fougères. Elles manifestent très rapidement un manque d'humidité en baissant leurs feuilles. Mais même celles-là ne doivent pas être maintenues dans un marais permanent durant l'hiver. Un léger flétrissement des feuilles est un simple signal pour arroser. Ce n'est pas une catastrophe. Laissez le sol sécher un minimum entre les arrosages pour permettre aux racines de respirer. On a réglé la question de la fréquence d'arrosage, mais il reste un aspect absolument crucial qui peut ruiner tous vos efforts. C'est la 3e erreur majeure. Un mauvais drainage. Vous aurez beau respecter parfaitement le rythme d'arrosage, vérifier la terre et tenir compte des besoins de votre plante, si l'eau n'a pas d'échappatoire dans le pot, vous créerez un véritable bourbier, un environnement mortel. Qu'est-ce que le drainage? Dans sa définition la plus simple, ce sont les trous de drainage au fond du pot. Leur présence est absolument obligatoire pour 99% des plantes d'intérieur. Peu importe la beauté de votre cache-pot,
S'il n'a pas de trou, y planter directement la plante est un risque énorme. L'eau non absorbée par les racines doit s'écouler librement dans la soucoupe. Si elle stagne au fond, la couche inférieure du substrat se transforme en une sorte de bourbier anaérobie où les racines pourrissent instantanément. Même si la surface semble sèche, une catastrophe peut se préparer en dessous. La première règle est donc la suivante. Vérifiez toujours la présence et la taille des trous de drainage. Il arrive que sur les pots neufs, ils soient trop petits ou obstrués par du plastique. Il faut alors les nettoyer ou les agrandir. Le deuxième point concerne la couche de drainage au fond du pot. Traditionnellement, on utilise des billes d'argile expansées, des galets ou des morceaux de briques. On pense que cette couche empêche l'eau de stagner autour des racines. Cependant, les études agronomiques modernes montrent que l'utilité de cette couche est discutable. Elle réduit le volume de terre utile dans le pot et, par les lois de la physique, elle peut même créer ce qu'on appelle une zone de sursaturation à l'interface entre le substrat et le drainage. Il est bien plus important d'avoir un substrat bien composé que d'avoir des billes d'argile au fond. Le substrat doit être meuble et aéré, afin que l'eau puisse non seulement le traverser facilement, mais aussi pour que des poches d'air restent en place pour la respiration des racines. Pour cela, on ajoute des agents aérateurs au terreau de base, souvent tourbeux, de la perlite, de la vermiculite, du gros sable, des copeaux de coco ou de l'écorce. Les proportions varient selon les plantes. Par exemple, pour les succulentes, le substrat doit être composé de 50 à 70% d'agents aérateurs, tandis que pour les calatheas, qui aiment l'humidité, on se contentera de 20 à 30%. Un substrat bien préparé, dans un pot avec un bon drainage, c'est la seule vraie garantie contre l'excès d'arrosage. Après chaque arrosage, attendez 15 à 20 minutes, puis videz impérativement toute l'eau restante dans la soucoupe. Laisser la plante trempée dans l'eau est une des erreurs les plus grossières. C'est l'équivalent d'obliger une personne à rester assise avec des chaussures mouillées. C'est inconfortable et dangereux pour sa santé. Concentrons-nous sur le moteur principal de la vie sur Terre et, par extension, de la vie dans vos pots, la lumière. En hiver, le rôle de la lumière devient crucial. Il est directement lié aux besoins en eau de la plante. Rappelons-nous que l'eau est l'un des composants essentiels de la photosynthèse. Pour simplifier, la formule est la suivante. Beaucoup de lumière égale photosynthèse, active égale besoin en eau. Peu de lumière égale photosynthèse, ralentie voire stoppée, égale pas besoin d'eau. Dans nos régions, l'hiver est synonyme de deux phénomènes négatifs simultanés. Premièrement, la durée du jour diminue drastiquement. Si en été, le soleil brille 16 heures par jour, en décembre, nous sommes réduits à 7 ou 8 heures seulement. Deuxièmement, l'intensité du rayonnement solaire chute. Le soleil est bas sur l'horizon, ses rayons traversent une épaisseur d'atmosphère plus importante et perdent de leur puissance. Ajoutez à cela la couverture nuageuse permanente. Le résultat ? La quantité de lumière reçue par votre plante, même sur la fenêtre la plus ensoleillée, orientée au sud, est des dizaines de fois inférieure à celle de l'été. Pour la plante, c'est un signal clair, arrêt d'urgence, activation du mode économie d'énergie. Elle ne peut plus produire d'énergie, ce qui signifie qu'elle ne peut plus croître ni absorber l'eau. Si vous ne réajustez pas l'arrosage en fonction de cette chute drastique de luminosité, vous allez inévitablement noyer votre plante. Les racines ne pourront tout simplement pas gérer le volume d'humidité qu'elles absorbaient sans effort en été. Que faire dans cette situation ? La première chose, la plus évidente, est de déplacer toutes vos plantes au plus près des sources de lumière. En hiver, la notion de « trop de lumière » n'existe pas. Mettez tous vos amis verts sur les rebords de fenêtres. Réservez les fenêtres orientées plein sud, les plus lumineuses, aux plantes qui adorent le soleil, succulentes, ficus, agrumes.
Sur les fenêtres est et ouest, placez celles qui tolèrent la mi-ombre. Les fenêtres nord, en hiver, ne conviendront qu'aux espèces les plus résistantes à l'ombre, comme le Zamioculcas ou l'Aspidistra. Deuxièmement, et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos plantes en hiver, organisez un éclairage d'appoint artificiel. Les lampes horticoles modernes à spectre complet sont très efficaces et peu gourmandes en énergie. Même une simple lampe LED de lumière blanche froide de 10 à 15 watts, placée au-dessus de la plante et fonctionnant 10 à 12 heures par jour, peut changer la donne radicalement. Avec un bon éclairage supplémentaire, la plante n'entre pas en dormance profonde. Elle continue de photosynthétiser petit à petit et, par conséquent, de consommer de l'eau. Cela lui permet de traverser l'hiver en bien meilleure santé et plus robuste. Et oui, si vous utilisez un éclairage d'appoint, vous devrez arroser cette plante plus souvent que celle qui est reléguée dans un coin sombre. Gardez toujours à l'esprit cette relation directe. Plus de lumière égale arrosage plus fréquent. Moins de lumière égale arrosage moins fréquent. C'est une loi immuable. Abordons maintenant le paradoxe majeur de l'entretien hivernal des plantes en appartement urbain. Le paradoxe du chauffage central. D'un côté, nos intérieurs sont chauds en hiver, parfois même brûlants. De l'autre, pour nos plantes, cela crée des conditions proches de celles du désert. Analysons ce phénomène. Lorsque les radiateurs se mettent en marche, ils assèchent l'air sans pitié. Le niveau d'humidité relative de la pièce peut chuter jusqu'à 20 ou 30%. À titre de comparaison, le niveau de confort pour un humain se situe entre 40 et 60%, tandis que la plupart de nos plantes tropicales nécessitent 60 à 80%. Autrement dit, nous créons pour elles une atmosphère extrêmement aride. Que se passe-t-il pour la plante dans de telles conditions? Ses feuilles se mettent à évaporer activement l'humidité par des pores microscopiques appelés stomates. Ce processus est connu sous le nom de transpiration. Plus l'air est sec, plus l'évaporation est intense. La plante perd de l'eau, et c'est là qu'intervient le piège du débutant. Vous constatez que la couche supérieure du terreau sèche rapidement à cause de l'air ambiant. Vous croyez que la plante a soif et vous l'arrosez abondamment. Mais vous oubliez que, par manque de lumière, le système racinaire est en mode dormance. Le résultat est une combinaison désastreuse. La partie aérienne perd activement de l'humidité à cause de la sécheresse, mais les racines ne peuvent pas compenser cette perte, car elles ne fonctionnent pas à plein régime et sont souvent dans un terreau froid sur le rebord de la fenêtre. Et vous, voyant la terre sèche, vous arrosez encore et encore, créant un véritable marécage dans le pot, où les racines en dormance finissent par pourrir. C'est cela le paradoxe. La plante souffre simultanément de la sécheresse de l'air et de l'excès d'humidité dans le sol. Comment briser ce cercle vicieux? La solution doit être globale. Premièrement, il faut s'attaquer à la cause, l'air sec, et non à la conséquence, la terre sèche. Il est impératif d'augmenter l'hygrométrie autour de vos plantes. La méthode la plus efficace est l'humidificateur d'air domestique. Placez-le près de votre collection végétale et elles vous en remercieront. Des méthodes plus simples existent. Placez les pots sur une large soucoupe remplie de billes d'argile ou de galets humides. Attention, le fond du pot ne doit jamais toucher l'eau. Vaporisez régulièrement les plantes avec de l'eau tiède, bien que cet effet soit de courte durée, ou encore regrouper les plantes pour créer un microclimat humide local. Deuxièmement, il faut isoler les plantes de la chaleur directe des radiateurs. Si le pot est posé sur un rebord de fenêtre sous lequel se trouve un radiateur, l'air chaud monte directement sur la plante. Disposez un morceau de polystyrène ou une planche sur le rebord pour créer une barrière. Vous pouvez aussi suspendre un écran spécial ou simplement une serviette humide sur le radiateur. En résolvant le problème de l'air sec, vous réduirez l'évaporation au niveau des feuilles.
Vous constaterez alors que le terreau sèche beaucoup plus lentement dans le pot, ce qui vous permettra de revenir à un arrosage hivernal adéquat et espacé. La capacité à diagnostiquer correctement l'état d'une plante est la compétence qui sépare l'horticulteur expérimenté du novice. Il est particulièrement crucial de savoir reconnaître les signes d'un excès d'arrosage, car, comme nous le savons, ces symptômes sont trompeurs et se masquent souvent en d'autres problèmes. Dressons ensemble une liste de contrôles détaillés de ces indices pour vous aider à détecter le problème à temps. Le premier signe, et le plus évident, concerne l'état du substrat. Si le terreau ne sèche pas pendant des semaines, s'il reste constamment détrempé, dense, asphyxié, et que sa surface présente un dépôt verdâtre ou de la moisissure, c'est un signal d'alarme direct. Une odeur désagréable, marécageuse ou de putréfaction peut d'ailleurs émaner du pot. C'est l'odeur caractéristique des racines en train de mourir. Le deuxième symptôme majeur concerne l'état des feuilles. C'est là que la confusion s'installe. En cas de surarrosage, les feuilles ont tendance à jaunir. Cependant, ce jaunissement est différent de celui dû à la sénescence ou à une carence nutritive. Souvent, il commence par les feuilles les plus anciennes, situées en bas. Les feuilles deviennent flétries, molles, gorgées d'eau et perdent leur turgescence, leur fermeté, même si le sol est humide. C'est le point clé. Des feuilles molles sur un sol détrempé est la preuve quasi certaine d'un problème racinaire. Les racines sont pourries et ne peuvent plus acheminer l'eau vers le feuillage. Des taches sombres, brunes ou noires peuvent apparaître sur les feuilles, surtout aux extrémités et sur les bords. C'est ce qu'on appelle la nécrose des tissus provoquée par la mort des racines. Un autre signe caractéristique est la chute massive des feuilles. La plante se met à perdre ses feuilles, anciennes comme jeunes, dans une tentative désespérée de survivre en réduisant sa surface d'évaporation. Le troisième marqueur concerne la tige et le tronc. Chez de nombreuses plantes, comme le Zamioculcas, le Dracaena ou les succulentes, la base de la tige près du sol devient molle, aqueuse et peut noircir. Si vous appuyez dessus, vous sentirez peut-être le vide ou une texture pâteuse à l'intérieur. C'est un signe certain que le processus de pourriture est déjà très avancé. Le quatrième signe, bien qu'indirect, est l'apparition de petites mouches noires dans le pot, les sciarides, ou mouches de terreau. Leurs larves se développent dans la matière organique humide et en décomposition. Si ces insectes volent autour de vos plantes, c'est le signal que vous arrosez systématiquement trop le substrat. Si vous constatez au moins 2 ou 3 de ces symptômes sur votre plante, vous devez agir d'urgence. N'attendez pas que cela passe tout seul. Il faudra très probablement procéder à un rempotage d'urgence et à une révision complète du système racinaire, un sujet que nous aborderons ultérieurement. Pour avoir une vue d'ensemble complète, il est crucial de savoir distinguer les signes de surarrosage de ceux de sous-arrosage. Comme nous l'avons mentionné, certaines manifestations externes peuvent être similaires, ce qui égare souvent les jardiniers débutants. Examinons maintenant en détail les signes qui montrent que votre plante a soif. La première et la plus évidente distinction concerne l'état du substrat. En cas de manque d'eau, le terreau dans le pot sera complètement sec, léger, et il se peut même qu'il se rétracte et se détache des parois. Si vous enfoncez votre doigt, vous sentirez une substance sèche et poudreuse sur toute la profondeur. Naturellement, il n'y aura aucune odeur de pourriture. Le deuxième signe, le plus caractéristique, est la perte de turgescence, c'est-à-dire le flétrissement. Les feuilles et les jeunes tiges deviennent molles et tombantes. Elles sont littéralement pendues. Elles ne sont ni jaunes ni gorgées d'eau comme lors d'un surarrosage, mais vraiment molles comme des chiffons. Cela se produit parce que les cellules manquent d'eau pour maintenir la pression interne. C'est le symptôme le plus facile à corriger. Après l'arrosage, la turgescence se rétablit généralement en quelques heures.
C'est particulièrement visible chez des plantes comme le Spathiphyllum ou le Phytonia, qui réagissent immédiatement à la sécheresse et se remettent tout aussi vite après avoir été arrosées. Le troisième symptôme est la modification de l'aspect des feuilles. Les pointes et les bords peuvent commencer à sécher, à brunir et à devenir cassants comme du papier. Cela contraste avec les taches molles et sombres du surarrosage. Les feuilles peuvent également s'enrouler sur elles-mêmes pour tenter de réduire la surface d'évaporation. Chez certaines plantes, comme les marantacées, les feuilles se replient en prière, la nuit, et en cas de forte sécheresse, elles pourraient ne pas se déplier complètement, même en journée. Le quatrième signe est le ralentissement ou l'arrêt complet de la croissance. La logique est implacable. Pas d'eau, pas de matériel pour la construction de nouvelles cellules. Si vous constatez que votre plante, qui était auparavant très active, a stagné et que le terreau est constamment sec, c'est un signe évident de manque d'humidité. Le cinquième signe, moins évident, est le jaunissement et la chute des feuilles inférieures. Oui, tout comme en cas de surarrosage. Mais il y a une différence majeure. Lors d'une sécheresse, les feuilles jaunissent d'abord, puis elles sèchent complètement et deviennent croustillantes avant de tomber. La plante sacrifie elle-même les vieilles feuilles pour économiser l'eau destinée aux jeunes pousses. En cas d'excès d'eau, les feuilles tombent souvent alors qu'elles sont encore vertes ou d'un jaune mou. L'outil de diagnostic essentiel dans toute situation douteuse reste la vérification du terreau. Si les feuilles sont flétries, mais que la terre est sèche, arrosez immédiatement. Si les feuilles sont flétries, mais que la terre est mouillée, vous faites face à de sérieux problèmes racinaires. Parfait. Nous avons donc appris à faire la distinction entre la soif et la maladie. Une fois que nous sommes certains que notre plante a soif, la question qui se pose immédiatement est comment l'arroser correctement? C'est là que nous attend la quatrième erreur fréquente. L'arrosage en petite quantité, souvent appelé arrosage superficiel. Qu'est-ce que cela implique? Craignant de noyer la plante, on verse seulement une petite quantité d'eau dans le pot, 50 ml par exemple. L'eau n'humidifie alors que les 2 ou 3 premiers centimètres du terreau. Elle n'atteint tout simplement pas la masse principale des racines, qui se situe au milieu et au fond du pot. Nous pensons avoir fait preuve de prudence, mais en réalité, nous avons causé du tort à la plante. Voici pourquoi. Premièrement, les racines situées en profondeur ne reçoivent aucune humidité lors d'un arrosage superficiel et commencent à mourir de soif. La plante souffre d'un manque d'eau, même si nous l'arrosons de façon régulière. Cela entraîne stress et affaiblissement. Deuxièmement, pour survivre, la plante s'adapte à ces conditions en développant ses racines là où l'eau est disponible, c'est-à-dire juste sous la surface. Le résultat est un système racinaire faible et superficiel, extrêmement vulnérable à la fois au dessèchement rapide et aux variations de température. Les racines profondes, les racines d'ancrage, ne parviennent pas à se développer correctement. Troisièmement, et c'est un point crucial, un arrosage superficiel régulier provoque une accumulation de sel dans le terreau. L'eau du robinet contient toujours des minéraux dissous. Lorsque nous arrosons abondamment, en saturant complètement la motte, l'excès d'eau s'écoule par les trous de drainage, emportant avec lui l'excès de sel. On procède ainsi au rinçage du substrat. Or, si nous n'arrosons que légèrement, l'eau s'évapore en surface et tous les sels restent piégés dans la couche supérieure du terreau. Avec le temps, cette concentration devient toxique. C'est ce qu'on appelle la salinisation du substrat. Vous la reconnaîtrez par un dépôt blanc ou rougeâtre qui apparaît sur la surface du terreau et sur les parois intérieures du pot. Dans cet environnement toxique, les racines subissent en quelque sorte une brûlure chimique. Elles perdent leur capacité à absorber l'eau et finissent par mourir. La plante dépérit et nous restons perplexes. Retenez donc cette règle d'or. L'arrosage doit être peu fréquent, mais très généreux.
Il est préférable d'arroser correctement une seule fois toutes les 2 semaines, plutôt que de donner une simple cuillère à soupe d'eau chaque jour. Nous verrons exactement à quoi ressemble un arrosage copieux et réussi dans le prochain bloc. Nous allons maintenant aborder la technique d'arrosage de référence, celle qui convient à la majorité des plantes d'intérieur. C'est la méthode dite du trempage intégral de la motte. Le principe est simple. À chaque arrosage, l'eau doit humidifier uniformément tout le volume du substrat dans le pot, de la surface jusqu'au fond, et l'excédent doit pouvoir s'écouler librement. Cela imite le processus naturel. Une bonne averse sature le sol d'humidité et le surplus rejoint les couches plus profondes. Comment procéder correctement, étape par étape? Premièrement, assurez-vous que la plante a réellement soif en utilisant les méthodes que nous avons évoquées précédemment. Deuxièmement, utilisez de l'eau à température ambiante, de préférence de l'eau qui a été décantée. Troisièmement, arrosez lentement et uniformément toute la surface de la terre. Évitez de verser toute l'eau au même endroit. Si possible, utilisez un arrosoir avec un bec long pour diriger le jet sous les feuilles directement sur le substrat. Continuez d'arroser jusqu'à ce que l'eau commence à s'échapper activement par les trous de drainage dans la soucoupe. C'est le signe que la motte est complètement imbibée. Quatrièmement, et c'est une étape cruciale, attendez 15 à 30 minutes. Pendant ce temps, le substrat absorbera la quantité d'humidité dont il a besoin et tout l'excès d'eau que l'on appelle l'eau gravitationnelle aura le temps de s'écouler vers le fond. Cinquièmement, après ce délai, il est impératif de vider toute l'eau de la soucoupe. Il ne faut absolument pas laisser le pot baigner dans l'eau. Cela coupe l'accès à l'oxygène pour les racines via les trous de drainage, ce qui provoque la pourriture. Quels sont les avantages de cette méthode? Premièrement, vous garantissez l'humidification de l'intégralité du système racinaire et pas seulement de la partie supérieure. Les racines se développent ainsi uniformément dans tout le volume du pot. Deuxièmement, cela permet ce fameux lessivage du substrat pour éliminer l'excès de sels minéraux dont nous avons parlé. C'est essentiel pour prévenir la salinisation de la terre et maintenir sa santé. Et troisièmement, cette approche vous oblige à être plus attentif. Vous ne pouvez pas arroser en pilotage automatique. Vous devez attendre que l'eau s'écoule, puis la vider de la soucoupe. C'est une question de discipline. Y a-t-il des exceptions? Oui. Certaines plantes, comme les Sympolias ou les Gloxinia, n'apprécient pas que l'eau touche leurs feuilles duveteuses. Pour celles-ci, il est préférable d'utiliser d'autres méthodes que nous aborderons plus tard. De même, il faut être très prudent avec les plantes dans de très grandes jardinières où le terreau met beaucoup plus de temps à sécher. Mais pour 90% de votre collection, la méthode du trempage intégral est l'étalon or, la référence absolue, pour un arrosage correct et sain. Mais comment s'occuper de ces plantes capricieuses qui détestent avoir de l'eau sur leurs feuilles ou sur le point de croissance? Ou bien de celles dont le système racinaire est tellement compact que l'eau file le long des parois du pot sans humidifier correctement la motte? Pour ces situations, il existe une alternative fantastique, la technique de l'arrosage par le bas ou subirrigation. Cette méthode est considérée comme plus douce, plus respectueuse et présente de nombreux avantages incontestables, en particulier pour certaines catégories de végétaux. Comment cela fonctionne-t-il? C'est extrêmement simple. Au lieu de verser l'eau directement sur le substrat, vous la versez dans une soucoupe profonde ou dans un bac, où vous déposez ensuite votre pot. Grâce à l'effet de capillarité, la terre commence à aspirer l'eau par les trous de drainage, agissant comme une véritable éponge. Le processus se fait donc de bas en haut. La plante boit elle-même exactement la quantité dont elle a besoin. Voici la procédure. Remplissez le récipient d'eau décantée à température ambiante jusqu'à environ un quart de la hauteur du pot. Placez-y le pot. Laissez la plante boire pendant une période allant de 30 minutes à 1 heure.
Vous saurez que l'arrosage est terminé lorsque le dessus du substrat sera humide au toucher. Cela signifie que la motte entière est bien imprégnée. Retirez ensuite le pot, laissez l'excès d'eau s'écouler pendant quelques minutes, puis replacez-le sur son emplacement habituel, sur une soucoupe sèche. Pour quelle plante cette méthode est-elle particulièrement adaptée? Premièrement, pour les plantes déjà mentionnées, comme les Sympolias, les Streptocarpus ou les Cyclamens. L'eau qui stagne au centre de leur rosette peut provoquer la pourriture. L'arrosage par le bas élimine totalement ce danger. Deuxièmement, pour les plantes dotées d'un feuillage très dense. Il devient en effet difficile d'atteindre la terre sans mouiller excessivement les feuilles. Troisièmement, il est parfait pour réanimer les plantes qui ont été sévèrement desséchées. Lorsqu'une motte de terreau sèche complètement, elle se rétracte. Lors d'un arrosage par le haut, l'eau s'échappe souvent par les côtés sans pénétrer. L'immersion garantit que même le terreau le plus sec s'hydrate de manière uniforme. Quatrièmement, cette méthode réduit le risque de compactage de la couche supérieure du sol, phénomène souvent causé par un arrosage classique. Y a-t-il des inconvénients? Oui. Cet arrosage n'aide pas à lessiver le sol des sels minéraux avec autant d'efficacité que l'arrosage par le haut. Au contraire, les sels ont tendance à monter avec l'eau et à s'accumuler dans la couche superficielle. Il est donc recommandé, quelques fois par an seulement, de donner à ces plantes une douche et de les arroser par le dessus afin de bien rincer le substrat. Malgré ce bémol, l'arrosage par le bas reste un outil merveilleux, sûr et très efficace dans l'arsenal de tout jardinier passionné. L'emplacement des plantes dans l'appartement est crucial, et l'un des endroits les plus traîtres en hiver, c'est le rebord de fenêtre froid. D'un côté, c'est l'endroit le plus lumineux, mais de l'autre, c'est une zone à haut risque. Voyons ensemble quels dangers guettent vos plantes sur une fenêtre froide et comment les minimiser. Le problème principal, c'est l'hypothermie du système racinaire. Le rebord de fenêtre, surtout dans les vieux bâtiments, peut être absolument glacial. La température de la pierre ou du plastique n'est parfois que de quelques degrés supérieure à celle de l'extérieur. Si le pot est posé directement sur cette surface, la terre va refroidir jusqu'à atteindre des températures critiques. Or, les racines froides deviennent inactives. Même si le substrat contient de l'humidité, les poils absorbants des racines diminuent drastiquement leur capacité à absorber l'eau par temps froid. On se retrouve alors dans une situation similaire à un surarrosage. La plante ne peut pas boire, même si l'eau est présente. Rester longtemps dans un sol froid et humide mène tout droit à la pourriture des racines et, ultimement, à la mort de la plante. Les espèces palyétropicales sont particulièrement sensibles à ce choc thermique, notamment les orchidées, les alocasias ou les marantacées. Pour elles, une température du substrat inférieure à 16 ou 18 degrés Celsius est déjà une source de stress majeure. Que faire? La première et la plus simple des solutions est d'isoler le pot de la surface froide. Glissez en dessous un support fabriqué dans un matériau à faible conductivité thermique. Cela peut être un morceau de polystyrène, une épaisse couche de feutre, une petite planche de bois, une pile de vieux magazines ou encore un soupeau en liège spécialisé. Même cette mesure de base fera grimper la température dans le pot de quelques degrés essentiels. Le deuxième danger, ce sont les courants d'air. Même avec des fenêtres en PVC moderne, lorsque vous ouvrez pour une micro-aération, un flux d'air glacial s'engouffre directement sur le rebord de fenêtre. Pour les feuilles tropicales fragiles, cela peut être fatal. Elles risquent d'avoir des engelures, de se couvrir de taches ou de jaunir. Il est donc préférable d'éloigner les plantes du rebord de fenêtre pendant que vous aérez la pièce. Ou alors, utilisez le mode d'ouverture oscillo-battante où l'air froid monte vers le plafond plutôt que de frapper directement les plantes. Le troisième point concerne l'arrosage. Si votre plante est posée sur un rebord froid,
le substrat va sécher beaucoup plus lentement que celui d'une plante située à l'intérieur d'une pièce chaude. Vous devez absolument en tenir compte et l'arroser encore moins souvent. Et surtout, n'arrosez jamais vos plantes la nuit si elles sont sur une fenêtre froide. Pendant la nuit, le sol refroidit encore plus et les racines passeront de longues heures dans de l'eau glacée, ce qui est extrêmement dangereux. Le meilleur moment pour arroser en hiver est la première moitié de la journée, afin que la plante ait le temps d'absorber l'humidité avant le soir. La 5e erreur courante, mais souvent fatale dans l'entretien hivernal, c'est de continuer à fertiliser nos plantes selon le rythme estival. Nous avons l'habitude de considérer l'engrais comme un bienfait, la nourriture qui aide nos plantes à rester belles et vigoureuses. Et c'est tout à fait vrai, mais seulement pendant leur période de croissance active. En hiver, lorsque la plante est au repos végétatif, l'engrais passe de remède à poison. Examinons la raison. Comme nous l'avons répété, en hiver, la plante est en mode sommeil. Son métabolisme est ralenti. Elle ne produit pas de nouvelles cellules. Elle ne développe ni feuilles ni racines. L'engrais est essentiellement un mélange concentré de sels minéraux, azote, phosphore, potassium et oligo-éléments. Pour pouvoir absorber ces sels, la plante doit être en pleine croissance et les consommer activement. Si nous enrichissons une plante dormante, elle est incapable de les utiliser. Les sels restent dans le sol, s'accumulent et augmentent la concentration du milieu salin dans la motte. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est le phénomène inverse de l'osmose qui se produit. L'osmose est le processus physique par lequel les racines absorbent l'eau du sol. Ceci est possible car la concentration en sel à l'intérieur des cellules racinaires est supérieure à celle de la solution présente dans le substrat. L'eau se déplace toujours vers là où la concentration en sel est la plus élevée. Or, lorsque nous surfertilisons une plante, surtout en hiver, la concentration en sel dans le sol peut dépasser celle des racines elles-mêmes. Le processus s'inverse alors. Au lieu d'absorber l'eau, les racines sont forcées de la rejeter dans le substrat. La plante subit alors une grave brûlure chimique de son système racinaire et commence à se flétrir par déshydratation, et ce, même si le terreau est humide. C'est exactement le même principe que lorsque l'on sale de la viande ou du poisson pour la conservation. Le sel en extrait l'eau. Les symptômes d'un excès d'engrais sont très similaires à ceux d'un substrat saturé en sel, pointe et bord des feuilles qui brunissent et sèchent, ralentissement de la croissance et un état général d'épuisement. Quelle est donc la règle à suivre? Pour la grande majorité des plantes, toute fertilisation doit cesser de fin septembre ou début octobre et ne reprendre qu'au début du printemps, vers le mois de mars, au moment où apparaissent les premiers signes de réveil et de nouvelle croissance. Y a-t-il des exceptions? Oui, mais elles sont rares. Il s'agit des plantes qui fleurissent spécifiquement en hiver, comme le Schlumbergera, le cactus de Noël, le poinsettia ou le cyclamen. Pendant la période de formation des boutons et de floraison, ces plantes dépensent beaucoup d'énergie et ont besoin d'un soutien. Vous pouvez et devez les fertiliser, mais uniquement avec des engrais spécifiques pour plantes fleuries, et en utilisant une dose réduite de moitié par rapport à la recommandation du fabricant. Pour toutes les autres, c'est un régime hivernal strict. Souvenez-vous, la meilleure chose que vous puissiez faire pour une plante qui dort, c'est de la laisser tranquille. Nous avons déjà mentionné que l'eau d'arrosage doit être préalablement reposée et à température ambiante. Mais attardons-nous à présent plus en détail sur la qualité de cette eau elle-même, car elle joue un rôle crucial dans la santé de nos plantes, particulièrement durant la période hivernale qui est plus vulnérable. L'eau qui coule de nos robinets est loin d'être idéale pour les systèmes racinaires délicats. Elle contient 2 ennemis principaux pour nos végétaux, le chlore et les sels de dureté. Le chlore est employé pour la désinfection de l'eau dans les stations d'épuration. Aux concentrations présentes dans le réseau, il est inoffensif pour l'être humain. Cependant, pour les plantes,
surtout les espèces sensibles comme les marantacées, les calatheas ou les orchidées, le chlore peut s'avérer toxique. Il perturbe la microflore bénéfique du sol et risque d'endommager les radicelles, les petits poils absorbants, réduisant ainsi la capacité de la plante à absorber les nutriments. Le deuxième ennemi, ce sont les sels de dureté, principalement les sels de calcium et de magnésium. Un arrosage avec une eau dure provoque l'alcalinisation progressive du substrat, c'est-à-dire une augmentation de son niveau de pH. Or, la majorité des plantes d'intérieur préfèrent un environnement légèrement acide ou neutre. Dans un sol alcalin, les plantes ne parviennent plus à assimiler plusieurs micronutriments essentiels, notamment le fer. Il en résulte l'apparition de la chlorose. Les feuilles jaunissent entre les nervures, tandis que celles-ci restent vertes. La plante est affamée, même si le substrat contient suffisamment de nutriments. De plus, les sels de calcium et de magnésium s'accumulent dans le pot, ce qui conduit à la salinisation du terreau, dont nous avons déjà souligné les méfaits. Vous pouvez facilement repérer ces sels sous la forme d'un dépôt calcaire blanc disgracieux à la surface du sol et sur les parois intérieures du pot. En hiver, lorsque l'arrosage est moins fréquent et que le lessivage du substrat est quasi inexistant, l'impact négatif de l'eau de mauvaise qualité s'intensifie. Chaque apport d'eau ajoute une nouvelle dose de substances nocives qui s'accumulent et empoisonnent lentement la plante. Que faire et où trouver cette bonne eau? Il existe plusieurs méthodes pour améliorer la qualité de l'eau du robinet et nous les détaillerons dans le prochain chapitre. Pour l'heure, retenez ceci. Ce que nous buvons sans danger n'est pas toujours le meilleur choix pour nos amis verts. Accorder de l'attention à la qualité de l'eau est un niveau de maîtrise supplémentaire dans l'art de prendre soin des plantes. Nous avons donc établi que l'eau du robinet nécessite une préparation avant d'être utilisée pour arroser nos plantes en pot. Heureusement, il existe des moyens simples et abordables de la rendre plus sûre et plus bénéfique. La méthode la plus simple et la plus fondamentale est le repos ou la décantation. Versez l'eau dans un récipient ouvert, un arrosoir, un seau ou un grand bocal, et laissez-la à température ambiante pendant au moins 24 heures ou idéalement 2 à 3 jours. Pendant ce temps, deux processus utiles se produisent. Premièrement, la majeure partie du chlore volatile s'évapore. Deuxièmement, une partie des sels responsables de la dureté de l'eau se dépose au fond du récipient sous forme de sédiments. Lors de l'arrosage, veillez à verser l'eau délicatement sans remuer ce dépôt. De plus, comme nous le savons, l'eau aura atteint naturellement la température ambiante. Laissez reposer l'eau est le minimum vital, l'étape indispensable que vous devriez toujours réaliser. La deuxième méthode, plus sophistiquée, est la filtration. Si vous possédez un filtre domestique pour l'eau potable, que ce soit une carafe filtrante ou un système installé sous l'évier, utilisez cette eau pour vos plantes. Les filtres sont efficaces pour éliminer le chlore, les métaux lourds, et réduisent partiellement la dureté. C'est nettement mieux que de l'eau simplement reposée. Attention cependant à ne pas utiliser l'eau provenant de systèmes à résine échangeuse d'ions qui remplacent les ions calcium et magnésium par des ions sodium. Un excès de sodium est également nocif pour les végétaux. La troisième méthode, souvent considérée comme l'idéal par de nombreux jardiniers amateurs, est l'utilisation d'eau de pluie ou d'eau de fonte. Cette eau est naturellement très douce, exempte de chlore et d'impuretés nocives. En hiver, vous pouvez collecter de la neige propre, loin des routes et des zones industrielles, la faire fondre chez vous et la laisser atteindre la température ambiante. C'est une excellente eau, structurée et revigorante pour vos plantes. La quatrième méthode est l'ébullition. Lorsque vous faites bouillir l'eau, le chlore s'échappe et les sels de dureté se déposent sous forme de calcaire, rendant l'eau significativement plus douce. L'inconvénient de cette technique
et qu'en même temps que les substances indésirables, l'oxygène dissous dans l'eau s'échappe. Or, cet oxygène est crucial pour la respiration des racines. Par conséquent, après l'ébullition, vous devez laisser l'eau refroidir et il est préférable de la transvaser plusieurs fois d'un récipient à l'autre pour qu'elle se réoxygène. Enfin, vous pouvez adoucir l'eau artificiellement en y ajoutant une petite quantité d'acide, comme de l'acide oxalique ou citrique. C'est cependant une méthode réservée aux jardiniers expérimentés, car elle exige de respecter des proportions précises pour ne pas endommager les plantes. Dans la majorité des cas, la combinaison du repos et de la filtration sera largement suffisante. Malgré toutes nos connaissances et nos précautions, un accident est vite arrivé. Vous étiez peut-être en vacances, et le voisin chargé d'arroser a eu la main trop lourde, ou bien vous avez commis une erreur vous-même. Que faire si vous réalisez que votre plante a subi un surarrosage et que les symptômes alarmants apparaissent? Le mot d'ordre: ne paniquez surtout pas et agissez rapidement. Si l'arrosage a été excessif une seule fois, mais que le drainage et le substrat sont généralement bons, ce n'est peut-être pas grave. Contentez-vous de laisser le sol sécher complètement avant le prochain arrosage. Vous pouvez aussi ameublir délicatement la couche supérieure de terre pour améliorer l'aération. Cependant, si vous constatez des signes de surarrosage chronique, le sol reste humide, une odeur se dégage, les feuilles jaunissent, des mesures d'urgence s'imposent. C'est une véritable réanimation. Première étape. Retirez immédiatement la plante du pot. Tapotez doucement le pot de tous les côtés et sortez la motte de terre dans son intégralité. N'ayez crainte, c'est indispensable dans cette situation. Deuxième étape. L'inspection du système racinaire. C'est la phase de diagnostic la plus cruciale. Secouez délicatement les racines pour retirer le maximum de vieux substrats gorgés d'eau. Examinez attentivement les racines elles-mêmes. Les racines saines sont claires chez la plupart des plantes, blanches, jaunâtres ou brun clair. Elles sont fermes et denses. Les racines pourries sont foncées, brunes ou noires, molles au toucher. Elles se déchirent facilement, se transforment en bouillie et dégagent une odeur nauséabonde caractéristique. Troisième étape. L'intervention chirurgicale. Munissez-vous d'un outil tranchant et stérile, couteau, sécateur ou ciseaux, et coupez sans pitié toutes les racines pourries ou mortes jusqu'à atteindre le tissu sain. N'hésitez pas. Le moindre morceau de pourriture laissé peut se propager et anéantir tous vos efforts. S'il a fallu retirer une grande partie des racines, il faudra élaguer proportionnellement la partie aérienne de la plante en raccourcissant les branches et en enlevant une partie des feuilles afin que les racines restantes puissent l'alimenter correctement en eau. Quatrième étape. La désinfection. Poudrez les coupes sur les racines avec du charbon pilé ou traitez-les avec une solution fongicide légère comme du phytosporin pour prévenir toute infection. Vous pouvez également laisser la plante sécher à l'air libre, racines nues, pendant 1 heure ou 2. Cinquième étape. Le rempotage. Choisissez un nouveau pot, légèrement plus petit que le précédent, car le volume racinaire a diminué. Déposez impérativement une couche de drainage fraîche au fond. Utilisez un nouveau substrat, frais, léger et très aéré. Ne replantez sous aucun prétexte la plante dans l'ancienne terre contaminée. Sixième étape. Les soins post-opératoires. Après le rempotage, arrosez très modérément, idéalement en ajoutant un stimulateur de croissance racinaire tel que le cornévine ou le zircon. Placez la plante dans un endroit chaud et lumineux, mais sans soleil direct. Pour créer un effet de serre et augmenter l'humidité ambiante, vous pouvez la couvrir d'un sac transparent. Les arrosages suivants ne devront être effectués qu'une fois le substrat complètement sec. C'est une procédure délicate, mais c'est souvent la seule chance de sauver votre plante adorée.
Nous avons déjà évoqué l'existence de plantes qui dérogent à la règle générale de la dormance hivernale. Il s'agit de ces espèces dont le cycle de floraison naturelle coïncide justement avec nos mois d'hiver. Parmi elles, on retrouve des spécimens populaires tels que le zygocactus ou cactus de Noël, le poinsettia, étoile de Noël, le cyclamen et l'azalée. L'entretien hivernal de ces plantes exige une approche particulière, car loin d'être au repos, elles sont au contraire dans la phase la plus énergivore de leur existence, la floraison. Il va de soi qu'on ne peut pas les arroser aussi parcimonieusement que les plantes en dormance. Pour former leurs boutons et maintenir une floraison abondante, elles nécessitent beaucoup plus d'humidité et de nutriments. Cependant, les inonder est tout aussi dangereux, car le manque de lumière a un impact certain, et le système racinaire n'est pas aussi actif qu'en été. Comment trouver le juste milieu? Pour ces plantes, la règle du séchage complet du substrat est inopérante. Le terreau dans leur peau doit rester constamment humide, mais jamais détrempé. Il faut éviter à la fois le dessèchement total de la motte, ce qui entraînerait la chute des boutons et des fleurs, et l'eau stagnante dans la soucoupe. La stratégie optimale est d'arroser fréquemment, mais légèrement, dès que la couche supérieure du substrat, 1 ou 2 cm, est sèche. Appliquez les mêmes méthodes de vérification habituelles, mais réagissez plus rapidement au dessèchement. Concernant l'apport d'engrais, il s'agit, comme nous l'avons mentionné, de la grande exception à la règle. Pendant la période de formation des boutons et tout au long de la floraison, ces plantes ont absolument besoin d'être soutenues. Utilisez des engrais complexes spécifiques pour plantes fleuries, enrichis en phosphore et en potassium, les éléments clés de la floraison. L'azote, qui stimule la croissance du feuillage, doit être minoritaire durant cette période. Fertilisez environ toutes les 2 à 3 semaines, mais il est préférable d'utiliser la moitié de la dose recommandée sur l'emballage, afin de ne pas brûler les racines fragilisées par les conditions hivernales. Une fois la floraison terminée, la plante entre à son tour dans sa propre période de repos. C'est à ce moment-là que l'arrosage doit être drastiquement réduit, que l'apport d'engrais cesse complètement et qu'on la laisse se reposer et reprendre des forces pour la saison suivante. Comprendre et respecter le cycle de vie individuel de chaque plante. Voilà ce qui fait la marque du véritable professionnel. Les orchidées, et plus particulièrement les très populaires Phalaenopsis, méritent une attention toute particulière. La raison ? Leur méthode d'arrosage est fondamentalement différente de celle des plantes en pot classique qui poussent en pleine terre. En effet, les orchidées sont des plantes épiphytes. Dans la nature, elles se développent pendant sur les troncs d'arbres. Leurs racines sont donc adaptées pour capter l'humidité de l'air et sécher très rapidement après une averse tropicale. Elles ne supportent absolument pas l'humidité stagnante. Leurs racines ont besoin de respirer. L'entretien hivernal des orchidées suit les mêmes principes généraux que pour les autres plantes. On réduit l'arrosage à cause du manque de lumière. Mais il y a bien sûr des spécificités. L'indicateur principal pour savoir si votre Phalaenopsis a soif, c'est la couleur de ses racines. Tant qu'elles sont d'un vert vif et bien charnu, c'est qu'elles ont suffisamment d'eau. Dès qu'elles deviennent gris argenté, d'un aspect terne, l'orchidée est prête à boire. En hiver, cette période de séchage peut durer 2, 3, voire même 4 semaines, selon les conditions dans votre appartement. N'essayez pas de suivre un calendrier, fiez-vous uniquement à la couleur des racines. Le second indicateur important, c'est le poids du pot. Un pot en plastique avec un substrat sec, l'écorce, est presque léger comme une plume. Après l'arrosage, il devient évidemment beaucoup plus lourd. Avec l'expérience, vous saurez évaluer le besoin en arrosage juste en soupesant le pot. Alors, comment arroser correctement? Oubliez l'arrosoir. La meilleure méthode pour les orchidées, c'est le bassinage ou trempage.
Prenez un récipient, une bassine ou un seau, et versez-y de l'eau tiède, préalablement décantée ou filtrée. Plongez le pot de l'orchidée dans cette eau jusqu'à ce qu'elle arrive au bord. Laissez-le ainsi pendant 15 à 30 minutes. Pendant ce temps, l'écorce et les racines vont absorber la quantité d'humidité nécessaire. Ensuite, retirez le pot et laissez toute l'eau en excès s'écouler complètement par les trous de drainage. Cette étape peut prendre 10 à 15 minutes. Puis, replacez le pot sur son support et remettez-le à son emplacement. Il est absolument impératif qu'aucune eau ne stagne au fond du pot ou dans la soucoupe. Cela provoquerait la pourriture immédiate des racines. De même, lorsque vous arrosez, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le cœur de la plante, là où les nouvelles feuilles apparaissent. Si cela arrive, tamponnez délicatement l'excédent avec un essuie-tout, sinon la pourriture pourrait s'installer. L'apport d'engrais doit être stoppé en hiver si l'orchidée n'est pas en floraison. Si, en revanche, elle a développé une hampe florale et qu'elle est en fleurs, vous pouvez la fertiliser avec un engrais spécial orchidée à une très faible concentration, soit 1/4 de la dose normale, une fois par mois. Un arrosage hivernal maîtrisé est la clé de la santé de votre orchidée et garantit une future floraison abondante. Jusqu'à présent, nous nous sommes surtout concentrés sur les plantes d'intérieur. Pourtant, beaucoup d'entre nous font pousser des fleurs ou des arbustes dormants en pot, sur un balcon, une terrasse ou près de l'entrée de la maison. Mais que faire de ces plantes pendant l'hiver? Faut-il les arroser? La réponse est oui, mais attention, la prudence est de mise. Les plantes en pot ou en bac se trouvent dans une situation bien plus vulnérable que leurs congénères cultivés en pleine terre. Le volume limité de substrat gèle entièrement bien plus vite et plus profondément que la terre du jardin. Le danger principal pour ces sujets en hiver, ce n'est pas tant le gel que la sécheresse dite physiologique. C'est le phénomène où l'eau est présente dans le substrat, mais sous forme de glace, et la plante ne peut l'absorber car ses racines sont inactives ou endommagées par les températures négatives. Or, les plantes persistantes, comme les conifères, les buis ou les bruyères, continuent d'évaporer l'humidité par leurs feuilles ou leurs aiguilles, surtout lors des journées ensoleillées et venteuses. Le résultat est un dessèchement lent de la plante. C'est pourquoi la tâche essentielle de l'entretien automnal est l'arrosage dit d'hivernage ou arrosage de saturation. Tôt ou tard, en automne, avant les premières gelées durables, vous devez arroser abondamment tous vos conteneurs afin que la motte soit totalement gorgée d'eau. Ce stock d'humidité créera une réserve vitale pour passer l'hiver. Mais faut-il continuer à arroser pendant l'hiver? Cela dépendra fortement de la météo. Si les températures restent terrestres négatives tout l'hiver et que le substrat est un bloc de glace, arroser était non seulement inutile, mais même contre-productif. L'eau superflue ne ferait qu'augmenter le volume de glace. Cependant, dans les régions bénéficiant d'hivers plus cléments, où les redoux sont fréquents et où les températures remontent au-dessus de 0 pendant plusieurs jours, l'arrosage peut s'avérer nécessaire. Si vous constatez que la terre dans le pot a dégelé et qu'elle est sèche, il est impératif de réhydrater la plante. Procédez à l'heure la plus chaude de la journée, si possible avec de l'eau à température ambiante, afin que l'eau ait le temps de s'infiltrer avant que le gel ne revienne la nuit. La préparation des conteneurs est tout aussi cruciale. Il est essentiel de les isoler pour protéger le système racinaire du froid. Vous pouvez envelopper les pots de toile de jute, de voile d'hivernage ou de papier bulle. Vous pouvez également les placer dans des cartons dont vous comblerez l'espace vide avec des feuilles sèches ou des copeaux de bois. Il est aussi conseillé de regrouper les conteneurs les uns contre les autres et de les disposer près d'un mur de la maison bien abritée du vent. Mieux vous isolerez les racines, moins elles souffriront du gel et de la sécheresse. Passons maintenant de l'appartement et du balcon au jardin. La question de l'arrosage hivernal des plantes extérieures, notamment des conifères et des arbustes à feuillage persistant,
comme les rhododendrons ou les maonias, préoccupent beaucoup de jardiniers. On pourrait croire que la nature s'en charge toute seule, mais ce n'est pas toujours le cas. Comme pour les plantes en pot, la principale menace en hiver n'est pas le gel, mais la déshydratation. Les aiguilles et les feuilles persistantes continuent d'évaporer de l'humidité toute l'année. Ce processus ralentit en hiver, mais ne s'arrête jamais. La perte d'eau s'accélère particulièrement à la fin de l'hiver et au début du printemps, en février et mars. À cette période, le soleil commence à chauffer intensément, particulièrement les aiguilles sombres, ce qui augmente l'évaporation. Or, à ce moment-là, les racines sont encore prisonnières du sol gelé et ne peuvent pas compenser cette perte d'humidité. Le résultat est ce qu'on appelle la brûlure de printemps, ou plus justement, la sécheresse hivernale. Les aiguilles jaunissent, brunissent et tombent. La plante risque de mourir ou de perdre tout son attrait décoratif. Pour éviter cela, le rôle clé revient à ce fameux arrosage d'hivernage à l'automne. En octobre ou novembre, juste avant les premières gelées, il est indispensable d'arroser abondamment tous les conifères et les persistants. Il faut verser plusieurs seaux d'eau au pied de chaque arbre ou arbuste adulte, afin de bien humidifier la terre en profondeur. Cela créera la réserve d'humidité nécessaire pour tout l'hiver. Cet arrosage est particulièrement important pour les végétaux plantés dans l'année, dont le système racinaire n'est pas encore bien établi en profondeur. Il est également crucial si l'automne a été sec. Et qu'en est-il de l'arrosage direct en plein hiver? Dans la plupart des régions où la neige est présente, un apport supplémentaire n'est pas nécessaire. La neige est une couverture idéale. Elle protège les racines du gel et en fondant au printemps, elle sature progressivement le sol en humidité. Les problèmes surviennent dans deux cas, si l'hiver est sec et sans neige, ou s'il y a des redoux prolongés avec des températures positives. Dans ces situations, le sol peut se dessécher et les plantes persistantes commencent à souffrir de la sécheresse. Si les températures restent positives pendant plusieurs jours, que le sol a dégelé, ne serait-ce que sur quelques centimètres, et qu'il n'y a pas eu de précipitation, un arrosage sera très bénéfique. Il faut arroser avec de l'eau tiède, non bouillante, pour aider le sol à décongeler plus profondément et permettre aux racines d'absorber l'eau. Ce type d'arrosage hivernal est une mesure d'urgence, certes, mais elle peut sauver vos thuyas et vos épicéas préférés d'une mort printanière. Revenons sur une question essentielle. Faut-il arroser le jardin s'il n'y a pas de neige et que les températures restent positives? Ce type de temps, souvent qualifié de hiver doux ou de euro-hiver, est de plus en plus fréquent dans de nombreuses régions. Et cela pose de nouveaux défis aux jardiniers. La réponse est sans équivoque. Oui, non seulement vous pouvez arroser, mais vous le devez. L'absence de couverture neigeuse est un facteur très défavorable pour le jardin. La neige assure deux fonctions cruciales. Elle est un excellent isolant thermique, protégeant le système racinaire contre le gel profond, et elle est une source d'humidité vitale. Quand il n'y a pas de neige, la terre est exposée au vent et au froid. Même si la température de l'air est, disons, de 2 degrés, elle peut chuter à -5 ou -10 la nuit, gelant ainsi la couche superficielle du sol. Le vent, surtout par temps sec et sans neige, assèche considérablement le sol et les parties aériennes des plantes. Les plantes persistantes ne sont pas les seules à souffrir. Les pelouses, les fleurs vivaces, dont les rhizomes sont proches de la surface, et les jeunes plants d'arbres fruitiers et d'arbustes sont également en danger. Si vous constatez qu'il fait sec, venteux et sans précipitation pendant une semaine ou plus, même avec un léger redoux, n'hésitez pas à prendre l'arrosoir ou le tuyau. Comment procéder à cet arrosage? Premièrement, choisissez le jour le plus chaud possible, idéalement en milieu de journée, pour que l'eau ait le temps de pénétrer avant que le froid ne revienne en soirée.
Deuxièmement, le volume d'eau doit être suffisant pour humidifier le sol jusqu'à la profondeur où se trouve la majorité des racines, soit 20 à 30 cm. Cela peut représenter de 10 à 30 litres par mètre carré. Troisièmement, il est crucial d'arroser les pieds des jeunes arbres et arbustes, ainsi que les zones plantées de conifères et de rhododendrons. N'oubliez pas non plus les plates-bandes avec les semis d'automne, ail, carottes, et les bulbeuses pérennes, tulipes, narcisses. Elles aussi ont besoin d'humidité pour bien passer l'hiver. Cet arrosage hivernal en période de redoux ne fait pas qu'hydrater les plantes. Il améliore également la conductivité thermique du sol. Un sol humide gèle plus lentement et moins profondément qu'un sol sec, offrant ainsi une meilleure protection aux racines. Alors, n'ayez pas peur d'arroser votre jardin durant un redoux hivernal. Vos plantes ne pourront que vous en remercier. Dans l'univers des soins aux plantes, comme dans tout autre domaine, les mythes et les idées reçues sont légion. L'un des plus tenaces concernant l'entretien hivernal est le suivant. En hiver, l'arrosage est inutile, il suffit de brumiser les plantes. Ce mythe découle d'un constat tout à fait exact. L'air intérieur devient souvent extrêmement sec durant l'hiver et il est nécessaire d'augmenter l'humidité. Cependant, la conclusion tirée est totalement erronée. Démystifions cette idée une bonne fois pour toutes. Brumisation et arrosage sont deux processus distincts, remplissant des fonctions différentes, et l'un ne peut absolument pas remplacer l'autre. L'arrosage, c'est l'acheminement de l'eau vers les racines, l'organe principal d'absorption. C'est par les racines que la plante reçoit l'eau indispensable au maintien de toutes ses fonctions vitales, à la turgidité cellulaire et au transport des nutriments. Si le substrat manque d'eau, la plante mourra de déshydratation, peu importe la fréquence à laquelle vous la brumisez. La brumisation, elle, est une technique visant à augmenter localement et brièvement l'humidité de l'air juste autour du feuillage. C'est utile car cela réduit la perte d'humidité de la plante par ses stomates, diminue le risque d'infestation d'acariens, comme les araignées rouges qui adorent l'air sec, et permet de nettoyer la poussière des feuilles pour optimiser la photosynthèse. Cependant, l'humidité qui se dépose sur les feuilles n'est pratiquement pas absorbée par celles-ci. Les stomates ne sont pas conçus pour capter l'eau sous forme de gouttelettes. Par conséquent, la brumisation ne peut en aucun cas hydrater la plante. Tenter de remplacer l'arrosage par la brumisation, c'est comme essayer de désaltérer quelqu'un en l'aspergeant avec un vaporisateur au lieu de lui offrir un verre d'eau. De plus, la brumisation hivernale présente certains inconvénients. Si votre plante est installée sur un rebord de fenêtre froid, l'évaporation des gouttes d'eau va refroidir davantage le feuillage, risquant un choc thermique. Si l'eau stagne dans les aisselles des feuilles ou dans le point de croissance, cela peut provoquer la pourriture. Enfin, l'effet de la brumisation est extrêmement fugace. Dans l'air sec de nos intérieurs, l'eau s'évapore en 10 à 15 minutes et l'humidité retombe aussitôt. En résumé, la brumisation hivernale est une procédure d'hygiène utile et un bon moyen d'atténuer les effets de l'air sec, mais elle ne remplacera jamais, en aucune circonstance, l'arrosage par les racines. Il est impératif de continuer à arroser vos plantes, simplement moins souvent et selon les règles spécifiques à l'hiver. Pour trouver la solution idéale au problème de l'arrosage, certains amateurs de plantes se tournent vers des astuces agronomiques modernes, comme l'hydrogel, ou d'autres additifs rétenteurs d'eau. L'idée est séduisante. Intégrer à la terre un composé capable d'absorber l'excès d'eau lors de l'arrosage, puis de le restituer progressivement à la plante, garantissant ainsi un équilibre hydrique parfait. Mais est-ce que cela fonctionne aussi bien en pratique, surtout en hiver? C'est ce que nous allons voir. L'hydrogel est un polymère capable d'absorber et de retenir une quantité phénoménale d'eau, se transformant en une masse gélatineuse.
Il est couramment utilisé en aménagement paysager, pour les plantes en pleine terre ou dans de grandes jardinières extérieures, afin de réduire la fréquence d'arrosage pendant la chaleur estivale. Cependant, utiliser de l'hydrogel pour nos plantes d'intérieur, et encore plus durant l'hiver, est une solution très controversée. Voici pourquoi. Le principal défi de l'entretien hivernal n'est pas le manque d'humidité, mais plutôt son excès, associé au manque d'oxygène dans le substrat. Lorsque l'hydrogel gonfle, il ne fait pas qu'emprisonner l'eau. Il obstrue toutes les poches d'air dans le terreau. Il en résulte une détérioration significative de l'aération. Littéralement, les racines suffoquent. En hiver, lorsque les besoins en eau sont déjà minimes, la présence constante de cette gelée gorgée d'eau dans le pot crée un environnement idéal pour le développement de la pourriture des racines et des bactéries anaérobies. Un terreau contenant de l'hydrogel met un temps incroyablement long à sécher. Il devient impossible d'évaluer correctement le niveau d'humidité du substrat. Les granules peuvent être à moitié vides, tandis que la terre environnante reste détrempée. Cela perturbe totalement votre routine et rend tout contrôle précis de l'arrosage impossible. De plus, avec le temps, les billes d'hydrogel se dégradent et se transforment en une substance collante qui altère encore davantage la structure du sol. Quelles sont donc les alternatives? Si vous souhaitez améliorer la capacité de rétention d'eau de votre terreau sans nuire à l'aération, privilégiez des composants naturels. Pensez, par exemple, à la vermiculite. Elle absorbe également l'eau tout en conservant une structure légère et en permettant la libre circulation de l'air. Le substrat de coco et la sphaigne retiennent également très bien l'humidité tout en restant perméables à l'air. Néanmoins, même ces éléments doivent être utilisés avec prudence en hiver, en respectant les proportions adéquates pour chaque plante spécifique. En conclusion, l'hydrogel est un outil adapté à des usages spécifiques, principalement en extérieur et durant la période estivale. Pour l'entretien hivernal des plantes d'intérieur, il est plus néfaste qu'utile. N'essayez pas de déléguer la responsabilité de l'arrosage à des additifs chimiques. Le meilleur outil reste votre savoir, votre sens de l'observation et un substrat léger et bien drainé. Nous l'avons souvent mentionné, l'air sec dû au chauffage central est l'un des principaux ennemis de nos plantes en hiver. Lutter contre ce phénomène est un élément clé d'un entretien réussi, qui influence directement votre routine d'arrosage. Systématisons ensemble toutes les méthodes permettant de créer un microclimat idéal et humide autour de votre collection végétale. Druga. L'humidificateur d'air domestique, la solution la plus efficace. Le moyen le plus efficace, le plus technologique et le plus sûr, c'est d'utiliser un humidificateur d'air domestique. Les modèles modernes, qu'ils soient à ultrasons ou traditionnels, sont capables de maintenir un taux d'humidité ciblé, par exemple 60%, idéal pour les plantes tropicales, de manière entièrement automatique. Installez-le dans la pièce où se trouve la majorité de vos plantes et observez la transformation. Les feuilles cesseront de sécher, la turgescence s'améliorera et, globalement, vos plantes seront beaucoup plus vigoureuses. C'est le meilleur investissement pour la santé de votre collection. Dunlop Grill 2. Les soucoupes à humidité. Méthode traditionnelle. Si l'achat d'un humidificateur n'est pas encore d'actualité, il existe de nombreuses méthodes, maison ou traditionnelles. La deuxième méthode la plus efficace est l'utilisation de soucoupes remplies d'un matériau humide. Prenez des soucoupes larges et profondes, plus profondes que les supports de podil standard. Déposez-y une couche de billes d'argile, de galets, de mousse ou de tout autre matériau hygroscopique. Versez de l'eau dans la soucoupe de manière à ce qu'elle recouvre le matériau sans atteindre le bord. Placez ensuite les pots sur ce matériau humide. Il est crucial que le fond du pot ne touche pas l'eau sous peine de faire pourrir les racines.
L'eau s'évaporera lentement sur la grande surface du matériau, créant ainsi une zone locale d'humidité accrue autour des plantes. C'est une méthode très efficace et continue. Da Ibru. 3. Le regroupement des plantes. La troisième méthode est le regroupement des plantes. Évitez de disperser vos plantes isolément dans tout l'appartement. Rassemblez-les en groupes. Les plantes évaporent naturellement de l'humidité par leurs feuilles, et lorsqu'elles sont proches les unes des autres, elles créent un microclimat partagé, plus humide, se soutenant mutuellement. Cela crée une sorte d'oasis verte au milieu du désert sec de votre intérieur. Dans la Bidil 4. La pulvérisation, brève et simple. La quatrième méthode, la plus simple mais aussi la plus brève, est la pulvérisation. Comme nous l'avons déjà établi, elle ne remplace pas l'arrosage, mais elle est très utile pour l'hygiène et pour un bref coup de pouce hydrique. Vaporisez les plantes 1 à 2 fois par jour avec de l'eau tiède et douce, en utilisant un pulvérisateur à brume fine. Dripilidr 5. Fontaine et aquarium. La cinquième option est l'utilisation de fontaines d'intérieur ou d'aquarium. Ce sont également des sources naturelles d'évaporation qui peuvent améliorer considérablement le microclimat de la pièce. En combinant ces méthodes, vous réussirez à offrir à vos précieuses plantes tropicales des conditions qui se rapprochent au maximum de leur environnement naturel. Elles traverseront ainsi la rude période hivernale beaucoup plus sereinement. Voilà. Pas à pas, nous venons de décortiquer une question qui paraissait simple. L'arrosage des plantes en hiver. Mais comme vous le voyez maintenant, derrière cela se cache toute une science. La maîtriser, c'est ce qui sépare une collection saine et florissante d'une série de déceptions et de pertes. Faisons un bilan et récapitulons les règles les plus importantes. Premièrement, et c'est la base. En hiver, la plupart des plantes sont en dormance. Leurs besoins en eau diminuent drastiquement. Notre devise doit être « mieux vaut sous-arroser que surarroser ». Deuxièmement, oubliez l'arrosage automatique basé sur un calendrier. N'arrosez que lorsque la plante vous le demande vraiment. Apprenez à vérifier l'humidité du substrat. Utilisez votre doigt, une baguette en bois ou estimez le poids du pot. C'est la compétence essentielle à acquérir. Troisièmement, l'arrosage doit être rare mais généreux. Imbibez toute la motte de terre, mais veillez absolument à vider l'excès d'eau stagnant dans la soucoupe. Quatrièmement, tenez compte des besoins individuels de chaque espèce. Les succulentes sont presque jamais arrosées en hiver. Les plantes tropicales attendront que le substrat soit bien sec. Et pour les plantes en fleurs, maintenez une humidité modérée et constante. Cinquièmement, attaquez-vous à la cause et non à la conséquence. Augmentez l'humidité ambiante par tous les moyens disponibles pour briser ce cercle vicieux d'air sec et racines gorgées d'eau. N'oubliez pas non plus la qualité de l'eau, un bon drainage et le positionnement idéal sur le rebord de la fenêtre. Cela peut sembler compliqué, mais en réalité, ce n'est qu'une question d'habitude et d'attention portée à nos compagnons verts. Ce sont des êtres vivants. Ils nous envoient constamment des signaux. Notre rôle, c'est d'apprendre à les décoder. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo, longue certes, mais j'espère très utile. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres astuces passionnantes sont à venir. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grande erreur que vous avez commise dans l'entretien hivernal de vos plantes? Ou peut-être avez-vous une astuce secrète à partager? Racontez-nous votre expérience en commentaire. Apprenons ensemble de nos erreurs et de nos succès.